Alors, mon propos va se décliner en trois temps. Bon, cas d'introduction, d'éducation des concepts et approche théorique du patrimoine. Alors, un constat au niveau de l'introduction. Généralement, quand on parlait du patrimoine, il y a encore quelques années, de sa préservation, la conservation statique et passive l'emportait. C'est une gestion combinant préservation et mise en valeur. C'est-à-dire qu'il y a seulement quelques années, quelques décennies, qu'on a pensé pouvoir donc utiliser le patrimoine comme objet de valorisation et pouvant nous permettre donc de rentrer de l'argent, donc de pouvoir générer des ressources sur le plan économique. Alors, le patrimoine, c'est un héritage légué et à transférer en bon état aux générations futures. Toutefois, donc aujourd'hui, il est interrogé comme partie intégrante de la matrice des ressources du territoire. D'où donc ce dépassement. Donc, il est devenu une ressource générique, matérielle et immatérielle, relevant désormais du bien commun public et ancrée au territoire. Alors, le constat, il continue. L'expert accéléré de la globalisation sous toutes ses formes actuelles font qu'aucune potentialité ne doit plus rester oisive. Donc, dans ce grand combat de la compétition pour l'échelle mondiale, les nations, les petits États, les territoires ont trouvé donc opportun de pouvoir prendre en compte toutes les potentialités en vue donc de pouvoir, je dirais, émerger et concurrencer les autres. Donc, allant des États aux toutes petites localités, les territoires doivent user de tout leur potentiel pour s'acquérir et préserver une place dans l'actuelle course de compétitivité. Alors, cependant, comme je l'ai dit au début, cette démarche n'a été adoptée que récemment, avec les crises multiformes séquant régions et pays, tel que nous le dit Xavier Greff. Le questionnement, donc, à partir de ce constat, ce sont les questions qu'on a en droit de se poser. Questions qui reviennent dans la plupart des communications qui vont être présentées ultérieurement. Alors, est-ce que cela va de soi, cette relation, donc ce lien entre donc, patrimoine culturel et développement local? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions? Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation du patrimoine par rapport au développement local? Ou même encore l'inverse, hein, tout est possible, vice-versa. Alors, d'où ces quelques questions que je me pose. Existe-t-il des liens entre patrimoine culturel et développement local? Est-ce que ces liens-là sont, je dirais, naturels? Est-ce qu'ils vont de soi? Quelles sont les imbrications que cela entraîne? Quelles sont les transformations qui doivent s'opérer pour que l'on parle de développement local suscité par le patrimoine culturel? Est-ce qu'il y a des démarcations à faire? Est-ce qu'il y a des efforts, des transformations qui doivent être opérés? Lesquels? Quels sont les risques encourus à la fois par les territoires comme contenants et les différents patrimoines comme contenus? Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions. J'ai dit, c'était simplement une mise en bouche. Je me suis inspiré des travaux du GRAMI, qui est un groupe de recherche sur les mobilités et l'innovation, de Vernier, de Pierre-Antoine Lambert, Nicolas Séni, et puis Xavier Greff que je citais précédemment. Définissons quand même les deux concepts de base. Développement local, qu'est-ce que c'est? On va prendre en notre compte une définition. Il y en a plusieurs, hein, le terme polysémique. Mais je me suis tenu à celle de Vachon et Poirier de 2009. Ils disent que le développement local est une stratégie visant à créer un environnement propice aux initiatives locales afin d'augmenter la capacité de la collectivité à s'adapter aux nouvelles règles de la croissance macroéconomique. Cette même stratégie verra aussi à trouver d'autres formes de développement qui, par des modes d'organisation et de production inédits, intégreront des préoccupations d'ordre social, culturel et environnemental. La culture revient. Et ce qui nous interpelle dans des considérations donc économiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Dégageons quelques caractéristiques de leur définition. À bien analyser cette définition, on comprend que le développement local vient ici s'opposer au développement global. Il nous interpelle le sens qu'il n'y a plus de modèle unique de développement. La diversité des conditions géographiques, sociales et culturelles des collectivités entraîne donc de multiples façons pour elles d'assurer le développement. De même, cette notion nous interpelle dans le sens que le développement maintenant doit s'appuyer sur une force endogène. Cette force étant donc la capacité effective ou potentielle d'une collectivité à relever le défi de son développement au moyen de ses ressources,
des énergies, de la synergie du milieu. Donc, le demande local de plus en plus nous interpelle dans le sens que nous devons réduire notre dépendance envers les initiatives qui viennent de l'extérieur. C'est également donc, pour conclure, une capacité à changer les mentalités, à passer de mentalités d'échec et d'assister à des mentalités d'acteurs sociaux et économiques, voire à des mentalités de créateurs. Alors, pour ce faire, il y a des phases et des conditions essentielles pour engager le développement à l'échelle locale. Je vais résumer selon les préceptes des auteurs que j'ai cités précédemment. Alors, il décline cela en 3 phases, des phases essentielles donc à la mise en route d'un développement local. Et dans chacune de ces phases, il y a des étapes. La phase 1, c'est une phase de prise de conscience, une mobilisation des forces vives, une information de celles-ci, la sensibilisation, la consultation et puis l'animation. En phase 2, il faut élaborer donc les orientations. C'est donc le diagnostic d'abord qu'il faut faire préalablement et définir une problématique et une vision stratégique. En phase 3, on conduit donc des actions et on les évalue. Alors, Xavier Greff résume cela par ce sigle SIMFA qui signifie donc sensibilisation, information, mobilisation, formation et action, associé donc au mécanisme d'évaluation. Évidemment, tout ceci se fait sous la conduite des leaders. Pour qu'on implante un développement local, le rôle du ou des leaders constitue la clé de voûte de la participation des autres populations. En venant donc au patrimoine culturel, là, je n'ai pas pu faire l'économie de cette définition que vous pouvez retrouver sur Wikipédia. Nous disons en 2 mots que voilà, il s'est défini comme l'ensemble des biens matériels ou immatériels, puisque la plupart de nos communications vont revenir dessus. Ce patrimoine-là, précédemment, on le maintenait simplement comme un héritage, c'est-à-dire ce qui était légué, ce qu'on recevait des parents, ce qu'on recevait des ancêtres. Aujourd'hui, dans sa phase de production de ressources, on nous apprend qu'il peut être augmenté. Voilà. Donc, il y a donc une nécessité maintenant de faire du patrimoine un objet dynamique. Il n'est plus figé. Alors, j'ai annoncé des approches théoriques du patrimoine. J'ai choisi de pouvoir en parler à ce niveau de 2 approches. Je fais l'économie de tous les autres débats entre mondialisation et approche locale. Donc c'est un choix. Je vais évoquer les 2 approches et puis conclure. Alors, lorsqu'on parle du patrimoine aujourd'hui, 2 grands axes s'imposent selon les études qui sont disponibles dans la plupart des travaux. Aborder les approches du patrimoine et son développement dont renvoie la fameuse démarche des Nations Unies déclinant en 3 axes majeurs. Faisons d'abord le connaître, le protéger et l'aménager, et ensuite donc le gérer et le valoriser. Et puis reste même le développer, comme disait tantôt. Donc, dans le cadre de cette approche, une méthode d'évaluation du patrimoine et de sa mesure de sa contribution au développement, qui est une approche purement économique, le patrimoine est désormais considéré par les acteurs de développement comme une ressource pour leur territoire. Ils cherchent donc à en préciser la valeur économique. Cette évaluation est délicate. Cette approche a des limites, car ce patrimoine est une réalité complexe qui combine 4 dimensions interdépendantes, économique, culturelle, sociale et environnementale. Donc, la première étape dans cette première approche ne saurait se contenter exclusivement d'une approche économique. Elle va être donc combattue et nous allons le voir plus tard. Cette reconnaissance que j'évoquais tantôt laisse apparaître les limites de l'approche évaluative où l'économie globale l'emporte sur le financier d'analyse du patrimoine. De manière concise, dont la distinction entre le matériel et l'immatériel montre en fin de parcours que les valeurs esthétiques, artistiques, historiques, cognitives et sociales restent souvent à l'ombre de l'économique, facilement accessibles à l'évaluation.
Donc cette approche fait donc la part belle à l'évaluation qui, elle, reste économique. Donc l'élargissement du patrimoine aux autres composantes appelle donc d'autres approches. D'où donc la deuxième approche que nous allons voir, qui est celle donc du patrimoine, rapport social au patrimoine de ressources territoriales. Celle-ci donc privilégie une analyse dans la diversité et l'hétérogénéité du patrimoine. Donc la complexité des rapports qui sous-tend le patrimoine dépasse donc la collection d'objets pour être une sorte de rapport social ou une institution, d'où cette approche est également qualifiée d'institutionnelle. À ce titre, le patrimoine donc peut être compris en termes d'externalité positive comme un régime d'accumulation qui conduit dans la formation du patrimoine commun. Alors, pour se démarquer dans l'approche évaluative que nous décrivons tantôt, l'approche territoriale du patrimoine qui distingue entre la variante transférable générique et celle intrinsèquement liée au lieu. Il s'agit alors de la différence entre les sphères économiques et morales. En effet, si la première approche s'inscrit dans un système de valeurs d'usage ou d'échange, la seconde fait allusion à la culture, la morale, l'éthique et l'histoire, qui donc, à vrai dire, façonnent le patrimoine. Loin donc de le laisser priser les dichotomies matérielles et immatérielles, public, privé, économique, morale, le patrimoine doit exclure des valeurs purement marchandes pour sauver sa propre valeur symbolique. Et selon donc ce cheminement, en conclusion, nous voyons bien que le patrimoine semble en interaction croissante et intime avec le territoire pour se servir mutuellement de contenants et de contenus et préparer en dernier ressort une sorte de développement territorial durable. C'est là le point d'aboutissement. On est alors face à une double nature symbolique et matérielle du territoire. Ce concept renvoie tout autant aux aspects formels, identification, localisation, distribution des formes spatiales, articulation entre elles, aux aspects donc liés au sens de ces formes. Ces aspects idéaux ont trait aux idéologies spatiales, aux représentations, aux systèmes de valeurs qui les supportent et les justifient. Je vous remercie de votre attention.